Valérie Pécresse, installez-vous, restez debout. Vous êtes libre, évidemment, de vous positionner comme vous voulez dans cette guerre terrible dont on parle ce soir. Vous reprochez à Emmanuel Macron, je cite, de ne pas avoir anticipé ce conflit. Vous dites on aurait pu éviter ça. Qu'auriez-vous fait à sa place ? On ne peut pas réécrire l'histoire et on ne peut avoir aucune certitude sur ce qui se serait passé. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui avaient prévu cette guerre. Je pense notamment aux États-Unis qui, eux, avaient anticipé. Et l'Europe a fait preuve d'une certaine forme de naïveté. Je donne un certain nombre de signaux faibles qui auraient dû nous alerter. Par exemple, les milices Wagner. Vous savez, ces milices Wagner, ce sont des milices russes qui sont instrumentalisées par Vladimir Poutine pour affaiblir notamment les intérêts français en Afrique. On les a vus en Centrafrique. Elles sont venues au Mali, appelées par la junte malienne, et elles ont handicapé l'action de nos soldats au Mali, et elles sont d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de retirer nos troupes au Sahel. Mais il y a eu les milices Wagner, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un autre signal qui a été envoyé. C'est quand la Biélorussie, souvenez-vous, a fait un chantage migratoire à la Pologne en envoyant des milliers de migrants à la frontière polonaise avec le soutien de Vladimir Poutine. Donc, il y avait des signes avant-coureurs du fait que Vladimir Poutine voulait affaiblir l'Europe et affaiblir la France. Alors, ces signes avant-coureurs, est-ce qu'on les aurait perçus si on avait eu un dialogue beaucoup plus soutenu avec Vladimir Poutine? Je le pense. Et entre la réception de Vladimir Poutine à Versailles et à Brégançon et le moment où Emmanuel Macron a commencé à l'appeler, il y a eu un temps infini. Et donc je pense que la réponse, elle a été trop tardive et puis trop solitaire aussi. Je pense qu'il fallait aller à Moscou avec l'ensemble des représentants européens pour montrer la puissance de l'Europe et essayer de stopper. Et peut-être proposer aussi une voie de sortie négociée. Mais vous allez jusqu'à dire, moi Valérie Pécresse, présidente de la République française, en ce moment, avec mon talent de négociatrice et ma fermeté, j'aurais évité la guerre, j'aurais évité... Bien sûr que non, bien sûr que non. Personne, je l'ai dit, personne ne réécrira l'histoire. Simplement, il me semble que le temps de la naïveté est aujourd'hui terminé vis-à-vis de Vladimir Poutine, bien sûr, mais certains avaient prévu cette guerre. Et je pense notamment aux Américains, ils l'avaient prévu. Nous, l'Europe, nous n'avions pas vu venir la menace. Peut-être qu'une diplomatie beaucoup plus construite aurait permis d'éviter cette menace. Là encore, cette guerre nous impose une infinie responsabilité. Et moi, je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement dans ce qu'il fait bien. Il défend aujourd'hui la liberté du peuple ukrainien. Il défend aujourd'hui l'intégrité des frontières de l'Ukraine et avec des sanctions qui me paraissent nécessaires. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un cessez-le-feu. L'objectif, c'est aussi de tracer des perspectives pour l'après. Pour l'après, si nous obtenons le cessez-le-feu, qu'est-ce que nous voulons pour la sécurité en Europe? Et justement, ça aussi, c'est très important. Vous parlez d'Europe. La semaine dernière, Emmanuel Macron a présidé un sommet européen à Versailles. Avez-vous été déçu que l'Europe ne décide pas de suspendre purement et simplement les livraisons de gaz et de pétrole de la Russie? Est-ce que l'Europe ne va pas assez loin dans les sanctions aujourd'hui ? Sur ce sommet de Versailles, moi, ce qui m'a un peu troublée, c'était quand même le décalage entre les ors des palais de la République et la détresse des responsables ukrainiens que j'avais eu au téléphone en visioconférence le matin même, puisque nous avions un sommet de tous les dirigeants du Parti populaire européen avant le sommet de Versailles. Donc il y avait un vrai décalage entre ce sommet et effectivement, ce sommet a été décevant. Il a été décevant sur ses conclusions. Mais je pense que sur l'embargo total sur le gaz et le pétrole russe, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes aujourd'hui trop dépendants. Et il y aurait trop de conséquences aujourd'hui, y compris pour les Français. On a déjà vu aujourd'hui, mais ça a été longuement évoqué avant moi, donc je ne vais pas y revenir, l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du fioul, l'augmentation du gaz, aujourd'hui, sont des sujets qui sont évidemment au cœur de la vie des Français. Et il va falloir d'ailleurs que le gouvernement fasse plus d'efforts pour, compenser ces hausses de tarifs. Donc ça va être un gros sujet du moment. Valérie Pécresse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky implore l'Europe, implore l'Union européenne de l'accueillir, d'accueillir l'Ukraine en son sein. Vous, présidente, est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites il faut se dépêcher, il faut le faire maintenant et il faut
passer outre les très longues procédures qui durent 5 ans, 8 ans, 12 ans, au risque, si on admettait au sein de l'Union européenne, d'accroître le courroux de Vladimir Poutine? Moi, je ne suis pas favorable aujourd'hui à un nouvel élargissement européen. Y compris à l'Ukraine. Je n'y suis pas favorable parce que je pense que l'Europe doit se réformer en profondeur, doit changer un certain nombre de politiques. Moi, je suis pour une autonomie stratégique européenne et de défense. Je suis pour une préférence européenne aux frontières. Je suis pour qu'on mette enfin en place une vraie taxe carbone aux frontières pour protéger les produits made in Europe, fait en Europe, de la concurrence déloyale. Je suis totalement contre le projet de la ferme à la fourchette qui conduit à une décroissance agricole qui est folle aujourd'hui face au réchauffement climatique et face aux enjeux que nous connaissons qui risquent d'arriver très très vite, c'est-à-dire des famines sur le continent africain. Le destin du continent africain et celui de la France sont intimement liés. Je pense que nous devons réformer l'Europe à 27 avant de songer à l'élargir. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de continuer à financer la préadhésion de la Turquie. La Turquie ne rentrera jamais dans l'Europe. Et s'agissant de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie qui ont demandé à rentrer, l'Ukraine, il faut lui offrir une perspective européenne. Mais vous savez, il y a eu un accord qui a été conclu en 2014 avec l'Ukraine, qui est un accord d'association très puissant et qui déjà permet à l'Ukraine d'avoir des liens très forts avec l'Union européenne. Moi, je crois que le processus d'adhésion, c'est un processus long qui nécessite aussi qu'on donne un certain nombre de gages. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas donner de faux espoirs aux Ukrainiens sur cette question. Justement, concernant les Ukrainiens, il y a énormément de réfugiés. On est déjà à plus de 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur pays. Vous préfériez que cet accueil se fasse, je cite, dans les pays limitrophes, et vous avez demandé aux candidats à l'exil, vous l'avez dit? Non, absolument pas. Ah non, absolument pas. Vous confondez avec Éric Zemmour. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout dit ça. Vous avez demandé aux candidats à l'exil de justifier leur statut de réfugié. Ça, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, attendez, je ne sais pas du tout d'où vous sortez ça. Alors excusez-moi, moi j'ai tout de suite dit que conformément à la tradition d'asile de la France, j'étais favorable à ce que, comme tous les peuples persécutés, les Ukrainiens puissent être accueillis en France. Et d'ailleurs, je vous le prouve, je vous le prouve, Madame Coudray, puisque en tant que présidente de région, j'ai mis à disposition un certain nombre de lieux d'accueil et nous avons voté une subvention de 500 000 euros pour l'aide humanitaire. Simplement, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait faire deux choses. Il fallait aider les pays limitrophes à accueillir, parce que c'était eux qui allaient être les premiers concernés et que les Ukrainiens, c'est d'ailleurs ce qui se passe, allaient plutôt se déplacer à côté de chez eux dans l'espoir de pouvoir revenir dans leur pays. C'est tout ce que j'ai dit et j'ai absolument pas dit l'inverse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, je pense effectivement que nous devons accueillir des Ukrainiens. Voilà. Vous êtes pas des étrangers qui étaient de passage en Ukraine. Vous êtes en ces circonstances qu'on connaît pour le renforcement de la souveraineté énergétique de la France. Vous êtes partisan du renforcement de la filière nucléaire civile en France. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporizhzhia, prise d'assaut, incendiée, bombardée par l'armée russe, cette centrale est actuellement aux mains de l'armée russe, est-ce que ça ne vous fait pas dire je reconsidère mon jugement parce qu'une centrale nucléaire peut être prise dans un conflit et c'est un danger majeur? C'est effectivement un danger majeur et c'est pour ça que l'Agence de l'énergie atomique a appelé évidemment la Russie à la responsabilité. Les centrales nucléaires, c'est des lieux qui doivent être protégés. Et en plus, avec la catastrophe de Tchernobyl, je pense que la Russie comme l'Ukraine savent ce qu'il leur en coûte et ce qu'il en coûte au peuple d'avoir une catastrophe nucléaire. Donc je ne pense pas qu'ils puissent jouer à ça. Vraiment pas. En revanche, je pense que nous avons vraiment, et cette crise ukrainienne le montre, besoin de rebâtir une souveraineté énergétique et besoin de repenser complètement notre politique énergétique. Emmanuel Macron a commis une faute. Il a fermé Fessenheim. Je ne sais pas, j'ai écouté Marine Le Pen, si on pourrait rouvrir Fessenheim aujourd'hui. Mais on voit bien qu'on a un sujet qui est la production d'énergie à l'horizon 2050. Moi, je veux qu'à l'horizon 2050, nous soyons
zéro carbone. Parce que je ne veux pas laisser aux générations futures une dette écologique. Les jeunes nous disent, sauvez la planète, vous êtes en responsabilité, vous devez le faire. Donc je suis pour le zéro carbone 2050. Mais pour y arriver, la question du mix énergétique se pose. Moi, je ne crois pas que le 50% nucléaire, 50% renouvelable soit un dogme. Ça a été mis dans la loi. Moi, je ne crois pas que ce soit un dogme. Pourquoi ? Parce que je pense que sans le nucléaire, on n'y arrivera pas au zéro carbone. Donc je veux un plan de relance gaulien du nucléaire. Et effectivement, je reviendrai sur toutes les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron, la fermeture des 14 réacteurs, etc. Mais j'ai vu qu'il avait fait volte-face sous l'influence, visiblement, d'un certain nombre de ses opposants sur cette question. Donc il faudra mettre en place un vrai plan de relance du nucléaire. Il faudra aussi développer toutes les énergies renouvelables et alternatives, notamment pour sortir de la dépendance au gaz russe. On a le biogaz, on a le biométhane, on a les biocarburants. Nos agriculteurs sont prêts. Et vous savez, moi je veux un choc de simplification. Parce que, est-ce que vous savez combien de temps on met pour ouvrir un méthaniseur de déchets? Votre temps de parole on met près d'un an, c'est la France. Moi, je pense qu'il faut qu'on accélère tous les projets qui sont en cours, parce que sinon, on n'arrivera pas à sortir de notre dépendance énergétique. Avant de parler de 2050 et de ce dont on parlait à l'instant, on va parler du présent, avec ce problème à la pompe du carburant qui a dépassé les 2,20 €, 2,30 €, 2,40 € par endroit. Jamais les caisses de Bercy n'ont été aussi pleines parce qu'évidemment, avec la flambée des prix, les recettes de l'État sont plus importantes. Vous avez dit que vous vouliez restituer cet argent aux Français. Comment on fait? On fait comme ce qu'Emmanuel Macron a proposé ce week-end, 15 centimes remboursés par litre? D'abord, il faut faire la transparence sur ces hausses de prix. Parce que dans ces hausses de prix, il y a des taxes. Dans ces hausses de prix, il y a de la spéculation. Et tous les pays européens nous ont dit qu'ils étaient effarés par effectivement ces hausses de prix qui parfois ne sont justifiées par aucune baisse, hausse de la demande. Normalement, les prix, c'est une offre et une demande. Il n'y a pas de hausse de la demande, il y a juste de la spéculation. Donc il faut faire la transparence sur cette hausse des prix. Et puis il faut savoir combien l'État y gagne. Combien l'État y gagne. On nous dit... Moi, je n'ai pas ces chiffres, donc je ne sais pas. Je demande au président de la République de nous les donner. Mais on nous dit que les hausses de taxes qui correspondent aux hausses de prix, c'est 25 centimes par litre. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement ne rend que 15 centimes aux Français? Et puis pourquoi est-ce qu'il le fait le 1er avril et pas tout de suite, alors qu'il pourrait le faire tout de suite? Donc moi, je veux qu'on rende cet argent parce que je considère que l'État n'a pas à engranger de l'argent du fait de cette crise. Au contraire, il faut le restituer. On les prend et on les rend. On ne baisse pas les taxes à la pompe directement. Je suis une dirigeante responsable. Aujourd'hui, effectivement, il y a certains candidats qui ont des programmes sans compter. Avec la retraite à 62 ans, avec la possibilité d'avoir la TVA à 5,5 au lieu de 20 sur l'essence, ça coûte 15 milliards d'euros par an. Enfin bon, on peut faire toutes les promesses qu'on veut, mais vous savez, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle l'addition. Et moi, je pense aux générations futures. Et je me dis, on ne peut pas leur léguer une dette qui monte jusqu'au ciel. On ne peut pas leur léguer la responsabilité de rembourser tout ce qu'on aura dépensé pour cette élection présidentielle, vous voyez? Parce que l'élection présidentielle, c'est en avril, mais il y a aussi demain les impôts que paieront tous les Français pour combler les déficits qu'on leur aura laissés. Et moi, je suis une mère de famille. Je pense à mes enfants, je pense à tous les enfants de France, et je ne veux pas leur léguer un pays surendetté et déficitaire. Valérie Pécresse, la question que nous posons à tous les candidats présents ce soir, vous, présidente de la République, changez-vous l'âge légal de départ à la retraite? Je rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours qu'il voulait le porter de 62 ans à 65 ans. Je crois qu'il a écouté mon programme et j'en suis heureuse parce que visiblement c'était pas du tout sa position il y a quelques mois, mais c'est pareil sur le nucléaire, c'est pareil sur la sécurité, c'est pareil sur la justice, peut-être que demain ce sera pareil sur l'immigration. J'ai vu aussi que sur le RSA, sur le revenu de solidarité active, j'avais proposé 15 heures d'activité en contrepartie du RSA pour revaloriser le travail. Il paraît qu'il veut aussi faire une modification. Mais vous savez, faire le contraire de ce qu'on a fait pendant 5 ans, est-ce que les Français seront dupes? Je ne crois pas. Oui, il faudra
dire aux Français la vérité. Il va falloir travailler jusqu'à 65 ans, sauf quand on a été abîmé par le travail, c'est-à-dire qu'on a commencé tôt, qu'on a une carrière pénible. Mais c'est absolument indispensable pour pouvoir faire un certain nombre de réformes. Moi, je veux augmenter de 10% les salaires nets sur le quinquennat et je commencerai dès cet été par une hausse de 3%. Comment? En enlevant un tiers des cotisations retraite qui est sur la feuille de paye des Français. Et comment je ferai ça? Parce que j'engagerai cette réforme des retraites. Et la pension de réversion des veuves passera de 54% à 75%. Et plus aucun retraité ne partira à la retraite qui aura travaillé toute sa vie, ne partira à la retraite avec moins du SMIC net. Vous avez presque mangé tout votre temps de parole. Nous avons une dernière question à vous poser. On fait la réforme des retraites pour pouvoir financer le pouvoir d'achat des retraités qui ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. N'oubliez pas qu'avec Anne, nous sommes les redoutables gardiens du temps de parole pour qu'il y ait équité entre vous tous. Vous répondez par oui ou par question. non, du coup. Est-ce que vous augmenterez ou vous n'augmenterez pas les impôts des Français? Je baisserai les impôts des Français, bien évidemment. C'est pour ça que je fais autant d'économies et c'est pour ça que je fais toutes les réformes de l'État, de la décentralisation, de l'assurance chômage et des retraites. Merci une beaucoup. Réponse courte, comprise par tous les Français qui vous écoutent. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. J'espère que les autres aussi l'étaient. Je vous demande de sortir Je vous en prie. par là où vous êtes arrivé. Merci beaucoup. Et nous accueillons